Bonjour à tous. Et ce webinaire devrait démarrer d'ici 1 minute. Donc attendons encore les derniers participants. On a prévu ici donc un webinaire qui s'articulera en deux phases. Une première partie où je vais vous donner un éclairage sur justement le sujet des démarches à mettre en œuvre pour sécuriser les coûts de revient d'un dispositif médical, et un second temps qui sera dédié à un échange de vos questions que vous pouvez adresser directement sur le chat de ce webinaire. S'il est l'heure, je vous propose de démarrer. Bienvenue à tous. Donc Colin Sylvestre, je travaille chez ISC Partners depuis maintenant 10 ans et j'accompagne essentiellement dans le secteur de la santé différents acteurs dans leur démarche de développement de nouveaux produits, dispositifs, avec des enjeux de compétitivité. Et donc l'éclairage qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de regarder et d'illustrer les démarches qu'on peut mettre en œuvre pour sécuriser les coûts de revient d'un nouveau dispositif médical et qu'on peut activer donc, pendant une phase de développement de produits. Si on parle de compétitivité, en fait, on parle de compétitivité industrielle et dans ce cas appliquée aux dispositifs médicaux. Les enjeux de compétitivité industrielle s'articulent autour de 3 défis majeurs. Le premier, c'est de réussir à sécuriser les coûts de revient d'un dispositif médical. Le second est d'être en mesure de maîtriser les budgets de développement de ce même produit. Et enfin, le troisième enjeu est de sécuriser le planning de développement pour délivrer sur le marché en temps et en heure le nouveau dispositif. Nous avions adressé les 2 enjeux du budget et du planning dans un précédent webinaire. Et aujourd'hui, je vous propose donc de se concentrer sur les enjeux de sécurisation de coûts de revient d'un dispositif à travers les leviers du design to cost. Finalement, sécuriser les coûts de revient appliqués au secteur du dispositif médical, quels sont les enjeux, quelle approche doit être mise en œuvre et quels sont les leviers à investiguer, c'est ce qu'on vous propose donc, comme éclairage aujourd'hui. Tout d'abord, les enjeux. Les enjeux autour de la sécurisation ou de la compétitivité des coûts d'un dispositif s'articulent autour de 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est d'être en mesure de connaître et de bien connaître son marché pour se démarquer et innover. Et le second, c'est l'atteinte d'une cible de coût pour sécuriser la marge d'un projet ou d'un programme. Dans ces 2 cas de figure, l'approche qu'on peut mettre en œuvre, c'est celle du design to cost. On va vous présenter quels sont ces leviers, en quoi consiste cette démarche et quels sont ces leviers. Et dans ce webinaire, donc on va vous présenter donc, les 4 leviers qu'on peut activer au long du cycle de vie de développement d'un produit, illustrés autour de 4 outils que nous avons sélectionnés pour vous présenter un éclairage concret de la mise en œuvre de ces démarches de design to cost, soit pour innover, soit pour sécuriser les coûts et sécuriser la marge d'un produit. Si on prend finalement un cycle de développement appliqué à un dispositif médical, on peut l'articuler en 4 grandes phases. Les phases de concept, les phases amont de développement, une phase de faisabilité, une phase de conception détaillée et enfin une phase de validation, d'industrialisation et de qualification. Une démarche de design to cost peut s'animer sur l'ensemble du cycle de développement et finalement, qu'on soit dans les phases amont de concept ou des phases plus aval où un certain nombre de choix d'orientation design ont déjà été verrouillés, la démarche qu'on va mettre en œuvre s'articule autour de 3 questions clés qu'un groupe de travail de design to cost va formuler et investiguer au cours du projet. Et ces 3 questions clés sont les suivantes. La première, analyser le périmètre à l'étude, donc identifier les inducteurs de coûts et bien caractériser le sujet qui va faire l'objet d'une étude, que ce soit une fonction, un composant. Ensuite, c'est d'identifier et d'évaluer les différentes idées et solutions avec un groupe de travail pluridisciplinaire pour être en mesure d'identifier toutes les alternatives, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'un choix de fournisseur, qu'elles soient aussi d'une proposition de valeurs différentes. Et enfin, il s'agira donc de
de sélectionner les différents scénarios ou options qui ont été identifiées et valorisées. 3 étapes d'analyse, de génération d'idées et de sélection de ces idées. C'est finalement cette démarche qu'on va conduire tout au long du cycle de développement du produit. Pour ce faire, pour mener cette démarche-là, il s'agira donc de mobiliser une équipe pluridisciplinaire pour identifier les orientations et sécuriser les coûts. Une équipe pluridisciplinaire qui s'articule finalement autour de trois grands enjeux. D'abord, l'utilisateur, représenté par le marketing, les ventes et le service. D'autre part, les achats et la supply chain, ainsi que les fournisseurs. Et enfin, les interlocuteurs techniques de R&D, des équipes manufacturing et de qualité. Et donc, en mobilisant une équipe pluridisciplinaire, ainsi on pourra identifier et mettre en lumière les meilleurs choix et les meilleures orientations, toujours orientées vers l'optimisation des coûts du produit. Alors, si cette démarche peut être mise en œuvre sur l'ensemble du cycle de vie de développement d'un dispositif, on va voir que l'approche du design to cost s'articule autour de 4 questions clés qui interviendront à différentes phases du projet. La première, c'est les attentes utilisateurs. Et la question qu'on va se poser dans ce groupe de travail, c'est comment répondre aux justes besoins, aux exigences des utilisateurs. La seconde question clé concerne l'architecture et le design du dispositif, du produit ou du système qui est à l'étude. Et la question clé sera donc d'arbitrer, et donc se poser la question comment arbitrer les différents choix structurants, les différentes fonctionnalités à intégrer et quel niveau de réponse on est en mesure d'apporter au marché pour telle ou telle fonctionnalité. La troisième implique les achats et la supply chain pour impliquer également les partenaires clés et comment les impliquer et comment les faire intervenir dans cette démarche pour orienter la conception vers les meilleurs choix. Enfin, dernier levier ou dernière question clé concerne l'industrialisation et le service. Comment intégrer les contraintes de production et de service dans les choix de conception, dans la priorisation des fonctions? C'est la 4e question qu'on se posera. Donc dans cette présentation, on vous propose donc d'illustrer ces 4 leviers qui peuvent être activés à différentes phases du développement d'un nouveau dispositif, illustrés par un outil qu'on a sélectionné et mis en lumière par un cas concret qui a été mis en œuvre. Prenons le premier levier, il s'agit de la proposition de valeur ou des attentes utilisateurs. Comment répondre aux justes besoins, aux exigences des utilisateurs? Pour caractériser les attentes utilisateurs, que ce soit un commanditaire, que ce soit un prescripteur, un organisme de santé, un laboratoire, la démarche ici consiste à vraiment aller capter la sensibilité du marché à travers une méthode de canaux. La méthode de canaux, finalement, peut être mise en œuvre en 3 étapes. La première, en interne, consiste à identifier toutes les fonctionnalités ou les niveaux de performance qu'on souhaite évaluer et dont la pertinence sera évaluée par le marché. La seconde consiste, à travers des échanges de questionnaires avec un panel de clients ou d'utilisateurs cibles, d'avoir des retours de cette sensibilité, des retours factuels autour de questionnaires contradictoires. La présence ou l'absence de telle ou telle fonction a-t-elle un impact sur la qualité perçue du dispositif selon vous? Et ainsi, en recueillant tous ces retours, on sera en mesure de prioriser ces fonctionnalités à travers une matrice de canaux. La matrice de canaux se présente comme l'exemple que vous voyez à l'écran. Ici, exemple appliqué à un dispositif de test microbiologique. Finalement, cette matrice ici, elle permet de discriminer le niveau, la sensibilité et les attentes du marché quant à telle ou telle fonctionnalité auxquelles on a soumis leur point de vue. Vous voyez 4 cases qui finalement structurent le niveau de criticité de ces fonctionnalités, en commençant par celle en bas à gauche. Il s'agit des fonctions obligatoires, donc il faudra absolument pouvoir y répondre pour pouvoir adresser un marché ou un segment de marché. Ensuite, les fonctions dites de performance, c'est-à-dire que la qualité perçue par les utilisateurs va être proportionnelle au niveau de performance offert, par exemple la rapidité d'exécution, le throughput ou encore le coût d'un dispositif ou d'un système. Ensuite, si on remonte dans la matrice, on voit les fonctionnalités dites attractives, celles qu'on peut aussi appeler
les fonctionnalités nice to have, où derrière il s'agira d'identifier et d'investiguer qui sont ces clients cibles ou ces segments qui semblent intéressés potentiellement par cette fonctionnalité, quel serait l'impact en termes de coût ou de développement de l'intégration de cette même fonctionnalité, et ainsi arbitrer la pertinence d'intégrer ou d'exclure cette fonctionnalité au cahier des charges. À titre d'illustration, pour mener une approche avec la méthode Kano comme celle que vous voyez à l'écran, c'est un cas où 35 fonctionnalités autour d'un dispositif de test microbiologique avaient été évaluées par le marché, autour d'un panel d'une quarantaine de cibles interviewées, c'est-à-dire cibles auprès desquelles on avait eu un retour soit du questionnaire contradictoire factuel, soit aussi d'échanges qualitatifs, un panel qui était constitué de KOL, de prescripteurs, de commanditaires et d'utilisateurs. Et à l'issue de cette analyse, conduite sur un ordre de grandeur de 2 mois, une dizaine de fonctionnalités sur les 35 identifiées ont été écartées et seront finalement pas intégrées au cahier des charges. Ensuite, concernant les autres fonctionnalités, celles identifiées comme étant obligatoires, des fonctions de performance ou les fonctions attractives, il s'agira de conduire une étude d'analyse de la valeur pour identifier le bon niveau de réponse et la bonne solution à intégrer au dispositif. Et c'est exactement ce qu'on va adresser dans le second levier, c'est-à-dire celui qui concerne l'architecture du produit et le design. Ce deuxième levier intervient dans des phases de concept et de faisabilité, et il consiste finalement à identifier quels sont les inducteurs de coût qui sont portés par les différentes fonctionnalités qu'on va intégrer à notre proposition de système ou d'instrument. L'idée, à travers cette démarche design to cost, sera à ce moment-là d'arbitrer le cahier des charges avec cette approche d'analyse de la valeur qui consiste dans les trois étapes suivantes. D'abord, être en mesure de valoriser les coûts liés à une fonction avec une approche d'analyse de la valeur. La seconde sera d'investiguer la pertinence et les impacts de cette fonctionnalité, en particulier pour celles qui auront été identifiées préalablement comme non obligatoires ou prioritaires, mais plutôt dans la catégorie des nice to have. Et la dernière, ça sera de caractériser les différents scénarios d'intégration ou de non-intégration ou différents niveaux de réponse par fonction avec une approche multicritère factuelle pour pouvoir orienter le développement sur la base de critères factuels. À cette étape, en phase concept ou préfaisabilité ou faisabilité, les ordres de grandeur de coûts qu'on va pouvoir arbitrer à travers ces démarches sont de l'ordre de 20 à 30%, ce qui est très significatif. Et finalement, c'est à cette étape du développement qu'un certain nombre d'orientations vont sceller, entre guillemets, l'ordre de grandeur de coût qu'on pourra atteindre avec le produit. Prenons un exemple concret appliqué ici à un éclairage de bloc opératoire. Une étude Kano avait été menée, avait identifié une fonctionnalité comme étant un potentiel attrait pour le marché, c'était la capacité à pouvoir changer la température de couleur, c'est-à-dire passer d'un blanc froid à un jaune plus chaud lors de l'opération du chirurgien. Fonctionnalité identifiée comme potentiellement attractive, mais qui avait un impact très significatif sur l'architecture du produit, sa conception, menant à doubler finalement le nombre de LED nécessaires dans la coupole pour pouvoir jouer justement sur ces deux températures de couleur. On a proposé ici un arbitrage au comité de pilotage pour écarter cette fonctionnalité, puisque très dimensionnante au regard des enjeux de coût du produit, et identifiée comme seulement, entre guillemets, une fonctionnalité dite nice to have. Une fois cette phase d'orientation faite sur la partie architecture et design, on va rentrer dans une phase de conception détaillée. C'est notre troisième levier. Conception détaillée, où là, le rôle des partenaires clés ou des fournisseurs va être décisif. Dans un dispositif médical, si on s'intéresse aux coûts de revient et à la décomposition de ces coûts de revient, on constate que 60 à 80% des coûts se concentrent chez les fournisseurs.
Il est donc impératif d'être en mesure de les impliquer dans la démarche pour aller avec eux, travailler sur leurs coûts et identifier les meilleurs choix, les meilleures orientations de conception en se basant sur leur savoir-faire, sur leurs outils industriels et ainsi pouvoir converger vers la solution la plus optimisée sur le périmètre qui leur sera confié. Pour ce faire, on va partir de l'expression d'un besoin et non pas d'une spécification figée pour pouvoir identifier justement les relâchements de spécifications qui pourraient être opérés sur le cahier des charges pour identifier avec eux tous les impacts, les enjeux des différentes propositions qui émergeront. Propositions qui émergeront à travers une approche collaborative avec ses fournisseurs. Toujours tournée autour de quels sont les inducteurs de coûts, quelles sont les optimisations possibles et quel est l'impact sur les coûts. C'est une démarche, ici par exemple, qui a été menée dans le cadre d'un développement d'une application d'imagerie médicale, où à l'exemple ici, vous voyez des pièces de fonderie qui sont des pièces structurantes du dispositif, de structure mécanique, où l'exercice qui a été conduit collaborativement avec le fournisseur a été un retravail de conception de détail de cette pièce-là, toujours piloté par les coûts, à travers, comme point de départ, une décomposition des coûts, où ici sur cette pièce, vous voyez qu'on avait déjà fait une évaluation autour des coûts liés à la matière et à l'injection, à l'usinage, aux étapes de finition. Et ce travail avec le fournisseur avait permis d'identifier différents scénarios pour pouvoir optimiser ses coûts avec des ordres de grandeur de réduction de l'ordre de 10 à 15% par rapport à un chiffrage préliminaire. Ce type d'approche s'applique sur des pièces de fonderie, comme vous voyez un exemple, sur des sous-ensembles électroniques, et s'applique également sur du développement de software ou des supports de différentes fonctionnalités qui peuvent être intégrées au développement. Enfin, dernier levier du design to cost, le dernier levier consiste à intégrer les contraintes en fabrication et également les contraintes en service. Pour ce faire, la bonne approche consiste à ne pas focaliser l'étude uniquement sur les coûts de revient directs en production du dispositif, c'est-à-dire la bill of material, mais d'intégrer également les coûts générés par ce même produit pendant la vie sur site, c'est-à-dire pendant toute la vie du produit. Pour ça, on pousse une approche de total cost of ownership qui consiste à valoriser les coûts en maintenance, les coûts en service sur l'ensemble du cycle produit. À partir de cet indicateur, et donc factuel, construit avec une équipe qui impliquera donc les personnes du service, de la maintenance, les personnes qui sont en interface directe avec les clients. La construction de cet indicateur permettra du coup d'arbitrer l'intégration de certaines fonctionnalités pour répondre à leurs attentes. Dans l'exemple, dans le domaine du diagnostic in vitro, si on fait l'analyse sur un cycle de vie qui est de l'ordre de 10, 15, parfois 20 ans d'installation sur site, on se rend compte qu'à l'arrivée, la partie service, donc les coûts pendant la vie du produit, concentre 45%, c'est-à-dire presque la moitié des coûts pour ce dispositif. D'où la nécessité d'intégrer ces attentes, ces besoins et ces contraintes pendant la vie du produit pour pouvoir arbitrer l'intégration de certaines fonctionnalités, comme par exemple des fonctionnalités de software pour une prise en main à distance, qui est un enjeu fort dès qu'on parle de maintenance ou de service. Voilà donc 4 cas concrets et pragmatiques sur l'application des 4 leviers du design to cost. Un parti pris de notre part, puisqu'on a illustré ces 4 leviers autour de 4 outils, mais ce n'est évidemment pas une présentation exhaustive des différents outils à mettre en œuvre pour justement adresser ces 4 leviers en fonction de l'avancement et du progrès du développement d'un dispositif. Pour réussir à mener cette démarche de conception à coût objectif, le succès du design to cost, d'une démarche de design to cost, repose selon nous sur 4 facteurs clés qui ont été illustrés à travers les différents leviers qu'on vous a présentés. Le premier facteur clé de succès, c'est l'accès au marché.
Avoir accès à ce marché pour être en mesure de vraiment caractériser son besoin. Marchés qui sont les laboratoires, les key opinion leaders, les organismes de santé, les commanditaires, les distributeurs. À l'inverse, ou plutôt de l'autre côté de la chaîne de valeur, le deuxième facteur clé de succès, c'est l'implication des partenaires dans un mode collaboratif de développement. Dans la quasi-totalité des projets de design to cost que nous menons, il est très rare de voir un frein côté partenaire pour justement participer et s'impliquer dans ce type de démarche. L'adhésion est plutôt forte dès lors qu'on a bien sélectionné les partenaires ou fournisseurs avec qui on souhaite justement conduire cette approche collaborative. Et un certain nombre de prérequis pour réussir cette démarche avec les fournisseurs, c'est déjà d'avoir une transparence des coûts, donc du partage de décomposition de coûts. Également qu'on puisse leur proposer l'expression d'un besoin pour ouvrir le champ des possibles par rapport aux différentes alternatives qui seront en mesure de proposer et qu'on va instruire ensemble. Leur participation à ces workshops collaboratifs, et ils font finalement partie d'une équipe ou d'une équipe de design to cost étendue, et partage avec eux d'évolutions technologiques, d'innovation et une transparence aussi sur les objectifs de coût qu'on va viser ensemble. Objectif de coût qui finalement est le troisième facteur clé de succès d'une démarche de design to cost. Avant de l'initier et de la mettre en œuvre, il est nécessaire d'avoir défini une cible pour ce même groupe de travail, ce qui va permettre de rythmer l'intensité, d'une part, des activités, et également l'adhésion à la démarche. Enfin, le dernier facteur de succès, c'est la mise en place d'une instance de gouvernance qui permettra de réaliser les arbitrages, qui sont ici des différentes activités d'investigation de l'équipe de Design to Cost, arbitrages qui doivent s'inscrire dans le planning de développement du produit. Voilà en synthèse les principaux messages qu'on souhaitait vous partager sur ces enjeux du Design to Cost appliqués au secteur de la santé et en particulier au dispositif médical. On aura eu l'occasion du coup de présenter la démarche du Design to Cost, les leviers à activer, ainsi que les clés de succès pour réussir ces démarches qui sont à conduire en parallèle de votre processus de développement de nouveaux produits et de nouveaux dispositifs. Et maintenant, je reste à votre disposition si vous aviez des questions. Alors, il y a une première question qui est: est-ce que le DTC, donc le Design to Cost dans la vie série, c'est pertinent? Alors oui, on peut intervenir et mener une démarche de Design to Cost en vie série. On parlera plutôt de redesign to cost. Mais évidemment, les leviers qu'on pourra activer ne seront pas les mêmes. Puisqu'on parle d'un produit en vie série, on peut d'ores et déjà exclure les leviers de remise en cause profonde, donc qui sont en lien avec le marché, les attentes utilisateurs ou des leviers d'architecture et de design, et on se concentrera sur les leviers de conception détaillée avec les partenaires ou les leviers achat ou industrialisation. Ainsi, les ordres de grandeur de cibles de réduction de coûts qu'on peut viser sont moindres qu'une démarche dans le cadre d'un nouveau produit. Et on pourra viser raisonnablement des cibles de l'ordre de 5% à l'échelle d'un dispositif. Néanmoins, dans les applications médicales, les contraintes normatives ou de requalification écartent un certain nombre d'opportunités de redesign pendant la vie série, d'où la nécessité et l'intérêt de mener dès la phase de développement cette démarche pour partir en vie série avec une solution optimisée. Une autre question? Vous avez un ordre de grandeur d'économie par levier. Alors, effectivement, c'est la première question qu'on va se poser, c'est définir la cible de coût. Quelle cible de réduction de coût on veut viser sur un produit? Ça peut être sur la base d'une estimation préliminaire, puisque le produit n'existe pas encore en vie série. Et là, en fonction de la cible, on va sélectionner les différents leviers qu'on souhaite activer, puisque les potentiels ou les impacts sur les coûts ne sont pas les mêmes. Plus le premier, donc le levier
de remise en cause, d'intégration de fonctionnalités ou de niveau de réponse de ces fonctionnalités dans le produit, et celui qui permet d'offrir les plus gros impacts ou d'opportunités de réduction de coûts sur le dispositif, de l'ordre de 30%. C'est celui qu'on va activer justement pour aller chercher ces ordres de grandeur. On retrouve aussi des ordres de grandeur de l'ordre de 20 à 30% quand on va retravailler l'architecture et le design du dispositif, quand en revanche les leviers de conception détaillée et les leviers achat et supply chain offriront des opportunités de l'ordre de 0 à 10% avant la bisérie, et comme je disais tout à l'heure, plutôt de l'ordre de 5% si le produit est déjà en bisérie. Autre question, si le fournisseur n'est pas volontaire dans la démarche. Alors, comme je l'expliquais pendant la présentation, d'expérience, les fournisseurs sont plutôt enclins à participer. Mais parce que ça nécessite un prérequis, c'est d'avoir sélectionné ces mêmes partenaires. On fera un travail avec l'équipe préliminaire qui consistera à identifier le contexte et l'historique avec certains fournisseurs pour identifier ceux avec qui il semble le plus pertinent de travailler. Donc là, on se reposera sur la stratégie achat et les équipes achats qui ont mis en place une relation avec leurs différents fournisseurs pour identifier celui avec qui la démarche pourrait porter le plus de fruits. Il est rare d'avoir des freins côté fournisseur. À nouveau, c'est une démarche qui s'inscrit dans une logique de retravailler le périmètre à l'étude, donc l'expression du besoin et les coûts. Il ne s'agit pas de réunion de négociation. Et finalement, de ce type de démarche, l'équipe Design to Cost en sort grandie, mais également le fournisseur. Et c'est souvent très bien compris et du coup très accepté en amont. Pourquoi le levier attente utilisateur a-t-il un impact sur les coûts moindres que le levier architecture, 20 à 30 ? Il ne me semble pas l'avoir dit, ou alors c'était une erreur de ma part. Sur le premier levier, justement des attentes utilisateurs, on va pouvoir aller revisiter le concept avec des ordres de grandeur qui sont les plus significatifs. Et 30%, c'est plutôt l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête avec ce premier levier. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention et pour la participation à ce webinaire. J'étais heureux de vous présenter donc, cette activité et ces démarches qui sont les activités qu'on mène chez différents acteurs du secteur de la santé et qui, vous l'avez vu, ont permis d'illustrer avec des exemples concrets et pragmatiques la mise en œuvre de cette démarche. Je vous remercie.